Après l'apprentissage du savoir et du savoir-être que vous avez acquis lors des 6 premiers cours, vous allez passer aujourd'hui à la partie savoir-faire dans le domaine de la communication interne. Le principal savoir-faire qu'un responsable de la communication interne doit maîtriser est celui de la mise en place d'une stratégie de communication interne. Ainsi, pour vous simplifier l'apprentissage, ce cours comporte 3 parties complémentaires. Nous abordons dans cette vidéo la première partie. Il faut savoir que la démarche pour la mise en place d'une stratégie de communication interne est la même pratiquée pour la communication externe. C'est-à-dire que les étapes qu'on va suivre pour mettre en place une stratégie de communication interne sont proches de celles de la communication externe. Sauf que la seule différence réside dans la cible visée. C'est ce qu'on a appelé les acteurs de l'entreprise. La démarche de la mise en place d'une stratégie de communication interne se compose de 2 étapes. La première étape consiste à réaliser le diagnostic de la communication interne. La seconde consiste à mettre en place la stratégie de communication interne. Et donc, je vous conseille de bien garder ce schéma en tête tout au long du cours. Commençons à présent par la première étape, celle de la réalisation du diagnostic de la communication interne. Et donc, en quoi consiste de réaliser un diagnostic ou un audit? Faire le diagnostic de la communication interne consiste à étudier l'état de la communication interne. C'est d'analyser l'état actuel de la communication interne de l'entreprise. Ensuite, d'évaluer l'image interne, autrement dit, de définir la perception du personnel par rapport à l'image interne de l'entreprise. Et de définir les attentes du personnel, c'est-à-dire de déterminer le besoin du personnel par rapport à la communication interne. Ceci dit, 2 paramètres sont à considérer. D'abord, en tant que manager ou en tant que responsable de la communication interne, voire responsable de l'entreprise, il faut accepter de remettre en cause les politiques menées dans le passé, d'accepter de remettre en cause les habitudes prises, d'accepter de remettre en cause le mode de fonctionnement actuel et le mode d'organisation de l'entreprise, d'accepter d'être critiqué, d'accepter les critiques positives, d'accepter de revoir une pratique de gestion ou un comportement, etc. Deuxième paramètre à considérer est qu'il faut savoir que la démarche d'audit suppose une continuité et donc le recours à des outils d'écoute permanents comme le baromètre du climat interne, comme l'enquête interne, l'entretien formel, l'entretien informel, etc. Question qui se pose, quand faut-il faire le diagnostic de la communication interne? Eh bien, on réalise le diagnostic de la communication lorsque le climat social se dégrade, lorsque le climat interne devient morose, lorsque l'environnement interne se dégrade avec les conflits, avec le cloisonnement du personnel, avec des problèmes sans fin, etc. Alors ici, on dit qu'il y a nécessité de réaliser le diagnostic de la communication interne pour définir notamment l'état actuel du climat interne de l'entreprise. Ensuite, lorsqu'on a un fort taux d'absentéisme ou un turnover élevé, alors un turnover élevé, ça veut dire un taux élevé de démission. Donc pour les 2 cas, donc soit qu'on a un taux élevé d'absentéisme, soit un taux élevé de démission, pour les 2 cas, on doit réaliser le diagnostic de la communication interne pour trouver pourquoi ce taux est élevé, pour trouver les causes. Troisièmement, lorsqu'on a une baisse de la productivité, ici la productivité du travail. Donc, on dira que le personnel devient moins productif. Pourquoi? Et c'est le rôle du diagnostic de la communication interne de définir, mais de trouver, mais de détecter pourquoi cette baisse de productivité. Je vais vous donner un exemple très simple afin que vous puissiez comprendre le concept de la productivité. Bien le concept de la baisse de la productivité.
Alors, avant, en une heure, un employé fabriquait 10 unités d'un produit. Après, le même employé, en une heure, il fabriquait 6 unités du même produit. Donc, ici, on dit qu'il y a une baisse de la productivité. Quatrièmement, on réalise un diagnostic de la communication interne pour une nouvelle organisation de l'entreprise. Et donc, pour chaque nouvelle organisation de l'entreprise, il faut réaliser un diagnostic pour assurer de bonnes bases à cette nouvelle organisation et pour lui réunir toutes les conditions favorables à sa mise en place. Idem, même chose pour une nouvelle stratégie de communication. Donc, à chaque nouvelle stratégie de communication, il faut prévoir un diagnostic de la communication interne actuelle. Enfin, pour une modification de l'environnement externe, marché, concurrents, clientèle, etc., il est clair que chaque modification de l'environnement externe va avoir des conséquences directes sur l'environnement interne. Et donc, un diagnostic s'oblige. Toutefois, deux préoccupations sont à prendre pour réaliser le diagnostic de la communication interne. D'abord, il faut informer au préalable de la réalisation de l'audit. Ensuite, il faut diffuser les résultats de l'audit après sa réalisation. Pourquoi informer au préalable de la réalisation de l'audit? Eh bien, si le personnel n'adhère pas à l'audit, il va remettre en cause sa crédibilité. De plus, il est essentiel d'informer le personnel sur l'éventuelle réalisation des diagnostics internes, notamment sur le respect de l'anonymat des réponses et de l'assurer qu'il va encourir aucun risque. De plus, il est important de l'informer sur l'objectif du diagnostic et sur les retombées positives qu'il va avoir sur, par exemple, l'amélioration des conditions de travail ou bien sur l'amélioration du climat interne en général. Car l'adhésion du personnel à l'audit est une condition sine qua non de sa réussite et une garantie de la crédibilité des réponses du personnel. Ensuite, pourquoi il est important de diffuser les résultats de l'audit après sa réalisation, notamment aux personnes concernées? Eh bien, il faut savoir que cette pratique, elle va permettre d'une part de valoriser les participants à l'audit, comme quoi leur participation, bien leur implication a donné un résultat. Et ce feedback post-diagnostic est très important aux yeux des employés car ça va les motiver à participer à d'autres enquêtes et à s'impliquer toujours plus dans la vie de l'entreprise. Voyons maintenant par qui doit être mené l'audit. Est-ce par un membre de l'entreprise ou bien par un consultant externe? Il faut savoir qu'il existe trois possibilités. On peut faire appel à un membre de l'entreprise s'il bénéficie d'une connaissance approfondie de l'entreprise. Alors, cette option, c'est la moins coûteuse, mais elle porte le risque de conflit d'intérêts. Possible que le résultat de l'audit ne reflète pas vraiment la réalité, par peur de remettre en cause une organisation, des pratiques, des décisions prises par le passé, etc. Deuxième possibilité, c'est de faire appel à un consultant externe. Il a assez de recul pour porter un regard neutre, contrairement à la possibilité précédente. Sauf que cette option, c'est la plus coûteuse. Et donc, si l'entreprise possède les moyens matériels et humains, il vaut mieux mener l'audit conjointement en faisant appel à un consultant externe et interne. Question qui se pose maintenant, comment réaliser le diagnostic de la communication interne? Eh bien, pour le réaliser, il faut passer par trois étapes. D'abord, il faut faire une étude préliminaire, ensuite faire l'audit de l'existant et terminer avec une enquête interne. Il faut savoir que quelle que soit l'option choisie pour réaliser l'audit, c'est-à-dire soit de faire appel à un consultant externe ou interne, voire les deux en même temps, ils devront passer par ces mêmes étapes, en commençant par réaliser une étude préliminaire. Et donc, quel est l'intérêt de réaliser cette étude préliminaire pour le diagnostic de la communication interne?
Mais il faut savoir que cette étude a pour principal objet de faire connaître l'entreprise, notamment pour un consultant externe à l'entreprise qui ne connaît pas l'entreprise, qui ne connaît ni ses acteurs, ni sa structure, ni même son fonctionnement. Deuxièmement, cette étude doit porter sur un nombre restreint de personnes, c'est-à-dire elle doit cibler les dirigeants et ceux censés détenir l'information. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur une étude documentaire afin de définir le cadre de l'étude de manière générale. Après avoir réalisé la préétude de l'entreprise et de faire baliser l'étude, on doit passer à la seconde étape du diagnostic de la communication interne qui consiste à faire l'audit de l'existant. Et donc, en quoi consiste-t-il? Cette étude, à travers cette étude, on doit d'abord faire l'inventaire et l'évaluation des outils de communication existants, c'est-à-dire qu'on doit évaluer toutes les techniques de communication utilisées actuellement par l'entreprise et après de faire leur inventaire. Ensuite, d'évaluer chaque dispositif de communication à part. Alors, qu'est-ce qu'un dispositif de communication? C'est un ensemble de techniques de communication utilisées par l'entreprise pour un type de communication donné. Par exemple, on aura pour la réunion, mais les réunions, on aura un dispositif de communication propre à elle. Pour les formations, elle aura son propre dispositif de communication. Pour les entretiens d'embauche, également, ainsi de suite. Et cette étude, voire cet audit de l'existant, va nous permettre d'apprécier l'efficacité et la pertinence de chaque dispositif de communication par rapport aux cibles visées. Nous comprenons ici que chaque cible aura son propre dispositif de communication. Et donc, on pourra mesurer le degré de réceptivité des différents publics à la forme. En effet, certains individus sont plus réceptifs à la forme orale que écrite. D'autres sont plus réceptifs à la forme écrite que la forme orale. D'autres même, on doit prévoir la forme écrite et la renforcer avec la forme orale, ainsi de suite. En second, cet audit de l'existant va nous permettre de vérifier la culture de l'entreprise, la culture interne de l'entreprise. Il va nous permettre aussi de détecter bien, de définir son secteur d'activité, son niveau de formation, le niveau de technologie adopté dans l'entreprise, soit pour le système d'information, bien pour le système de communication, etc. Et enfin, l'audit de l'existant va nous permettre de mesurer la capacité de l'outil ou bien la capacité du dispositif de communication à transmettre les différents messages. Après avoir fait un état des lieux, on passe à la troisième étape qui consiste à mener une enquête interne. Et donc, qu'est-ce qu'une enquête interne? C'est un sondage d'opinion avec lequel on va cibler les employés de l'entreprise. L'objectif étant de connaître leurs attentes et la réalité du degré d'adhésion des employés aux valeurs de l'entreprise et à la culture organisationnelle de l'entreprise de manière générale. À travers cette enquête interne, ou bien l'intérêt de cette enquête interne, c'est qu'elle va nous permettre d'une part de mieux appréhender le climat interne en cherchant à répondre par exemple aux questions suivantes. Quels sont les points de convergence et de divergence des employés? Comment s'expriment-ils? Quel est leur avis concernant l'hygiène? Quel est leur avis concernant la sécurité ou bien le système de sécurité adopté par l'entreprise? Quel est leur point de vue concernant le système des formations ou bien l'organisation de l'entreprise, etc. D'autre part, l'enquête interne nous permettra de mieux appréhender l'image interne. Ceci en cherchant à répondre à comment les employés perçoivent-ils leur entreprise, ou bien se sentent-ils valorisés ou pas, etc. Les modalités de l'enquête interne seront déterminées en fonction des objectifs de l'étude, du type d'entreprise, des contraintes de temps et de coûts. Autrement dit, pour mener l'enquête interne, on doit considérer ou bien on doit prendre en compte plusieurs paramètres. D'abord, l'enquête interne doit avoir un objectif ou des objectifs.
C'est ce qu'on appelle les objectifs de l'enquête interne, c'est-à-dire pourquoi veut-on réaliser l'enquête. Ceci nous permettra notamment d'organiser le questionnaire, de rédiger les différentes questions auxquelles on cherche des réponses, de cibler les personnes concernées par cette étude et de bien choisir le contenu et la forme des questions. Ensuite, l'enquête interne se définira par rapport au type d'entreprise. Est-ce une entreprise locale? Est-ce une entreprise internationale, une multinationale, etc. Bien sûr, réaliser une enquête interne à l'échelle nationale diffère de celle d'une étude à l'échelle internationale, etc. L'enquête interne se définira aussi par rapport au temps. Il est clair que la réalisation de l'enquête interne va demander du temps et ce temps sera proportionnel à l'objectif de l'enquête. Exemple, si on veut mener une enquête interne avec objectif de définir le climat interne de l'entreprise, ceci demandera énormément de temps et de mobilisation du personnel. Par contre, mener une enquête interne avec objectif de déterminer la perception du personnel par rapport aux formations reçues, ceci demandera moins de temps que la précédente enquête. Enfin, l'enquête se définira par rapport à ses coûts. Déjà, le coût de l'enquête interne dépendra de son objectif. Le coût d'une enquête interne d'une multinationale coûtera forcément plus cher qu'une enquête interne d'une entreprise locale. Et bien sûr, le temps c'est de l'argent. Il faut savoir que le fait de réaliser une enquête interne, quel que soit son objectif, ça va absorber beaucoup de temps, notamment pour les participants ou les personnes interrogées qui vont prendre de leur temps de travail ou bien de leur temps de repos pour répondre aux questionnaires de l'enquête, ce qui représente un manque à gagner énorme pour l'entreprise. D'où la nécessité de bien choisir la forme, bien le type de l'étude à mener. Est-ce une étude qualitative ou bien une étude quantitative? D'où la nécessité de bien organiser le questionnaire, de bien rédiger les différentes questions, de bien choisir la forme des questions. Allons-nous opter pour des questions ouvertes, des questions fermées, des questions choix multiples, bien faire un mélange? Et enfin, et surtout, de bien choisir la période pour lancer l'enquête interne. Normalement, à présent, vous êtes en mesure et vous êtes capable de réaliser le diagnostic de la communication interne suivant ces 3 étapes. Voilà, nous avons terminé avec la première étape de la démarche de la mise en place d'une stratégie de communication interne. Ainsi, une fois le diagnostic de la communication interne réalisé, nous passons à la deuxième étape qui est celle de la mise en place de la stratégie de communication interne. Cette première vidéo du cours de la stratégie de communication interne est achevée. Je vous invite à présent à passer à la deuxième partie du cours. À tout de suite.